Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Télé Radio 7. Le temps de votre émission Entretien, nous l'avons consacré essentiellement à une question qui fait débat. La question qui fait débat, c'est l'installation de nouvelles provinces. On a eu à apprendre à travers les médias de points de vue divergents. Il y en a qui soutiennent en tout cas que les nouvelles provinces peuvent être installées à l'état actuel. Il y en a qui ont publié comme Christophe Lutundula qui a publié une tribune dans laquelle il disait déjà que c'était impossible. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito également. Beaucoup de gens essayent de parler de cette question de la mise en place des nouvelles provinces qui va de pair avec la décentralisation qui se trouve être un processus que notre pays connaît depuis quelques années maintenant. Nous allons évoquer cette question avec quelqu'un qui maîtrise la question, qui est ici sur ce plateau, Monsieur Steve Kivuata, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Charles. Et je vous reçois ici pour parler de cette question de la décentralisation, mais beaucoup plus sur la mise en place de nouvelles provinces. L'ordonnance a été promulguée par les chefs de l'État. Dans les jours qui viennent, nous passerons de 11 provinces actuelles à 26. Quels sont les principaux défis, à votre avis? Les principaux défis avec l'installation de 26 provinces est qu'on doit d'abord se poser la question, en installant les 26 provinces, comment ont fonctionné les 11 anciennes provinces. Parce qu'en réalité, on doit faire la différence entre la décentralisation et ce qu'on appelle communément le découpage, mais que les juristes aiment bien dire, considérer comme rien qu'une simple installation de nouvelles provinces, donc des anciens districts qu'on transforme actuellement en provinces, pas des découpages parce qu'on ne coupe pas, les districts ont toujours existé, on ne fait que la transformation juridique de ces districts en provinces, donc on doit faire la différence entre les deux. D'où, ce qui est le plus important, c'est de se poser la question comment a fonctionné notre décentralisation, c'est-à-dire la décentralisation politique au niveau de provinces, et voir un peu comment peut évoluer la décentralisation administrative au niveau des ZTD. Parce que si déjà avec le 11 provinces, nous avons eu beaucoup de difficultés, a fortiori, avec le 26 provinces, nous serons forcément bloqués lorsqu'on ne tient pas compte d'un certain nombre de préalables. Alors, lorsqu'on regarde, on va partir depuis quelques années, on est en train de fournir quand même des efforts, c'est vrai, mais lorsqu'on part des chiffres, j'ai des tableaux ici devant moi, lorsque nous prenons les tableaux qui sont là, on remarque que d'abord, la retenue à la source décidée par la Constitution n'a pas été appliquée. À la place, on a connu la rétrocession faite par le gouvernement central au profit des provinces. Qu'est-ce qui explique cela à votre avis? Il y a eu plusieurs problèmes pour l'installation de nouvelles provinces. D'ailleurs, il y a eu une réflexion dont vous aviez parlé qui est vraiment assez pertinente. Au fait, la tribune de l'honorable Muzito qui considère que la RDC a été un État sans province, mais plutôt ce qui est plus important, c'est son ouvrage. Je dirais un petit ouvrage qu'il avait écrit sur l'installation de 26 provinces, défis et contraintes, depuis 2010, où déjà s'est posé les problèmes d'installation de nouvelles provinces. Et à l'époque, il avait fait plusieurs propositions. Je pense qu'il y en a celles qui avaient été adoptées, entre autres. D'abord, l'idée d'adopter une loi de programmation, parce que c'était impossible d'installer les provinces en 3 ans, parce qu'en 2010, on totalisait déjà 3 ans. Il avait aussi considéré qu'à l'époque, il y avait une difficulté d'application du principe de la retenue de 40% à la source. D'où, à l'époque, il proposait déjà le principe de solidarité dans la répartition de recettes à caractère national. Et c'est ce qui a été appliqué. Donc on tenait actuellement depuis 2010, on tenait compte du poids démographique de chaque province, on tenait compte de sa capacité contributive aux recettes à caractère national, on tenait compte du nombre des ETD dans cette province régorgée, et enfin on tenait compte d'un budget minimum pour le fonctionnement de province. Donc voilà déjà quelques propositions qui avaient été retenues par rapport à ce qu'il avait dit, mais il y a deux propositions qui n'avaient malheureusement pas été retenues. Par exemple, il proposait à l'époque que le 10% de recettes à caractère national, en principe, qui devait faire partie de la Caisse nationale des péréquations, que ce soit ces 10%
qui soit utilisé pour la construction des infrastructures dans différentes provinces qui devaient être construites. Oui. Comme ça, les institutions qui allaient être mises en place dans le cadre de 26 provinces n'allaient pas manquer de bâtiments, n'allaient pas manquer de routes, n'allaient pas manquer d'hôpitaux, n'allaient pas manquer d'écoles. Là, ça n'a pas été respecté. Et aujourd'hui, on a des sérieuses difficultés. Et en matière de transfert de pouvoir, vous remarquerez que nos 11 provinces actuelles, en principe, ont comme compétence exclusive nos provinces, c'est la santé, c'est l'éducation, donc le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Agriculture et même l'autorité coutumière, c'est-à-dire la responsabilité des autorités coutumières. Mais vous remarquerez que jusqu'alors, en matière de fonction publique, le province ne fonctionne qu'avec des divisions urbaines de ministères centraux. Donc le province fonctionne avec des enseignants qu'ils ne peuvent ni nommer, ni promouvoir. Ils ne peuvent même pas déterminer leur salaire. Donc, ils fonctionnent avec des agents du pouvoir central. Donc, déjà dans ces domaines, il n'y a pas de transfert de pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les provinces, comme il n'y a pas retenu à la source, les provinces n'ayant pas suffisamment de moyens pour prendre en charge ces fonctionnaires, les laissent encore à la charge du gouvernement central? Non, il y a plus ou moins les deux. Mais il faut savoir qu'avec le principe que l'honorable Mouzito avait proposé de l'époque dont on devait tenir compte, le principe de la solidarité, il y a le 40% qui sont reconnus aux provinces. Mais malheureusement, dans le 40%, on a 3 catégories. Il y a la première catégorie qui devait concerner le paiement du personnel de province dans le 4 domaines à compétences exclusives. Oui. Malheureusement, ce sont le personnel du pouvoir central. Donc, c'est le pouvoir central qui gère cet argent, mais pour le compte de province. Il y a la deuxième catégorie sur le crédit d'investissement. Oui. C'est-à-dire, le province devait gérer une partie de leur somme pour l'investissement dans le domaine de la santé, la construction des écoles, plutôt des hôpitaux, domaine de l'éducation, la construction des écoles, domaine de la santé, la construction de centres agro-pastoraux, de parcs agro-industriels, voire même de routes de dessertes agricoles, oui. Même pour le chef coutumier et la prise en compte du chef coutumier. Malheureusement, là encore une fois de plus, c'est les pouvoirs centraux qui gèrent. Ce n'est qu'un montant, plutôt un petit pourcentage, qui est donné aux provinces en termes de fonctionnement des institutions. Même là, encore une fois de plus, 6% de 2010 à 2012, voilà. Et de 2012 presque à aujourd'hui, c'est 4%. Vous êtes plutôt gentil. Moi, je dirais qu'en 2010, le principe c'était 10% qu'on donnait pour le fonctionnement des institutions. Mais le Premier ministre Mouzito alors donnait les 10%, c'est-à-dire ça représentait 214 milliards de dollars. Mais ce n'est que le même montant qui a été maintenu. Vous voulez dire, pas milliards de dollars. Milliards de francs congolais, bien sûr. C'était 214 milliards de francs congolais. Ouais. Mais depuis lors, ça n'a pas évolué. Pourtant, le budget avait augmenté. Et aujourd'hui, le montant, le 241 milliards qui est prévu pour 2015, ça ne représente que les 4% de recettes à caractère national. Déjà là, on voit qu'avec le 11 provinces, on ne sait pas fonctionner. Alors, c'est assez étonnant de voir qu'on soit aussi pressé d'aller avec le 26 provinces et surtout qu'on ne sait pas tenir compte de préalables qu'il faut pour l'installation de ces 26 provinces. Alors, la question que je voudrais retourner, c'est celle-ci. Si aujourd'hui le gouvernement central c'est de saisir du budget d'investissement et laisser aux provinces, même aux nouvelles provinces qui vont venir, le soin de gérer elles-mêmes leur budget d'investissement, est-ce que ça va changer? Oui, ça sera une partie de solution. Parce que nous devons croire en nos provinces. Le principe de la décentralisation veut qu'on transfère le pouvoir et qu'on transfère les ressources. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans la décentralisation. Oui. Alors, ça serait assez bizarre de croire que c'est avec l'installation ou, disons, la subdivision de ces provinces qu'on peut trouver des solutions. Mais plutôt, on ira dans le blocage. Et ça, c'est sûr. Et c'est que nous, les nationalistes, parce que je fais partie du parti Lumumbiste Unifié, ce que nous redoutons le plus, c'est parce que depuis très longtemps, nous avions toujours eu une lutte âpre contre le fédéraliste. Ceux qui pensent que la RDC ne peut se développer que dans le cadre du fédéralisme. Et nous, les nationalistes unitaristes, on a toujours considéré que le fédéralisme peut facilement nous amener à la sécession. Mais lorsque le nationaliste, dont la majorité sont actuellement
au pouvoir, disons-le comme ça, mettons entre guillemets, n'arrive pas à rencontrer cette réflexion que tous les nationalistes de Lumumba, Gizenga ont préconisé, les gens risqueront de ne plus croire à l'idée de l'unitarisme, on risquera de retomber dans le fédéralisme et forcément dans les sécessionnismes. Et c'est ça, c'est qu'on doit redouter les plus. Mais aussi, ça ne serait pas intéressant dans un pays où on va faire croire aux gens qu'avec la décentralisation et les découpages, il y aura des solutions à tous les problèmes de la population et que finalement, la population va se rendre compte que la décentralisation, les découpages a amené plus de problèmes que de solutions. Les gens risquent de ne plus croire en la démocratie, les gens risquent de ne plus voter, ou soit ceux qui voteront représenteront 10% de la population, et les 90% ne vont plus croire aux hommes d'État, et le jour où ils voudront faire tomber les institutions, ça sera très facile. Et c'est ce que nous redoutons le plus. Alors, si nous devons d'abord revenir sur la grande question que nous sommes en train d'aborder en ce moment, c'est cette question des recettes. Parce que finalement, on ne peut pas avoir des dépenses si on n'a pas de recettes. Aujourd'hui, je lis justement la tribune dont vous avez parlé du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Muzito, on constate que il y a les provinces actuelles ne sont même pas encore en mesure de mobiliser elles-mêmes des recettes qui peuvent leur permettre de prendre en charge leurs propres dépenses au stade actuel. Mais quand on découpe ces provinces, je crois le pas de Bandundu, Équateur, les deux Kasaï, qui contribuent difficilement, bon, soyons un peu, pour ne pas dire difficilement, mais qui contribuent relativement, pas comme par exemple le Kinshasa, Bas-Congo et les Katanga. Vous prenez ces provinces-là, vous les coupez, et encore, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas aggraver leur situation par rapport aux nouvelles provinces qui vont se créer? Bien sûr, ça va aggraver la situation. Et nous, on s'est dit qu'il faut nécessairement qu'il y ait un certain nombre de préalables qui soient respectés. Ces provinces-là, nous sommes dans le cadre de la décentralisation politique. Si le pouvoir central fait fonctionner la Caisse nationale des péréquations, parce que c'est cette caisse qui devait servir à résoudre le problème des déséquilibres entre provinces. Et jusqu'alors, d'ailleurs, dans la tribune de l'honorable Muzito, il en parle. Il parle d'un certain nombre de lois qui doivent être votées, entre autres la loi sur la Caisse nationale des péréquations, avec toutes ces mesures d'application qui pourront permettre à ce que l'on voie quel investissement mettre dans telle province pour arriver à résoudre les déséquilibres. Parce que ce qui est vrai, c'est que la RDC est un pays riche, du moins potentiellement. Et alors, on doit voir quels sont les investissements qu'on doit mettre dans telle ou telle autre province pour rendre rentable ce qui n'est aujourd'hui que de potentiel. C'est ça la réflexion que l'on doit faire. Mais est-ce que ce n'est pas tard aujourd'hui? Parce que si on doit considérer que la loi a été adoptée, plutôt votée, promulguée par le chef de l'État, et qu'elle est déjà en train d'être presque exécutée, parce qu'on a vu dernièrement, il y a des émissaires qui font le tour des provinces pour essayer de pouvoir faire un inventaire, voir comment la viabilité des nouvelles provinces a créé. C'est dans les 2 mois qui suivent qu'on devrait normalement avoir une province du Kwilu, une province de Maïndombe, une province de Kwango. Mais est-ce que ce n'est pas tard aujourd'hui en termes d'infrastructures seulement? Monsieur Charlie Tonzi, ce qui est plus important dans un État, ce n'est pas que de texte, mais c'est que lorsqu'on met en place de textes, ça doit être respecté. Et les textes sont faits pour des hommes, et non pas les hommes pour le texte. C'est-à-dire, à un certain moment, lorsque les hommes politiques sentent que cette question n'est plus opportune, ils peuvent s'entendre pour geler la mise en application de la loi et voir comment est-ce qu'on peut maintenant se concentrer sur les préalables dont on doit tenir compte, entre autres sur les infrastructures, parce que ce sont des problèmes réels. Il faut savoir que même nos 11 provinces actuelles, la plupart, certaines assemblées provinciales louent dans des bâtiments à autrui, dans des bâtiments de privés. Même les provinces soi-disant riches. Et réfléchissons maintenant qu'on soit dans une province qui n'a pas le minimum pour faire fonctionner les institutions. Qu'en sera-t-il pour le montant qu'il devra consacrer à l'investissement? Donc ce qui est vrai, nous considérons. Quand par exemple l'honorable Muzito écrit, c'est une obligation républicaine. Nous sommes dans les cadres dans un État démocratique
Il n'a pas vu que parce qu'il fait partie du pouvoir, c'est un ancien Premier ministre, il entretient des bonnes relations avec le parti de la majorité. Non, il n'a pas vu ça. Lui, il a vu la République qui est en danger. Il a vu l'État qui est en danger. Et il devait faire sa réflexion. Et comme ça, les autres, s'ils sont animés de bonne foi... Si je dois vous poser la même question, est-ce que le danger est réel, à votre avis, les dangers... par rapport à l'installation de nouvelles provinces? Est-ce que le danger... On a vu même le gouverneur Julien Paluku, pour ne pas le citer, avait même parlé de l'asphyxie de l'État. Si on y arrive, et si par aventure on arrivait encore à organiser les élections locales, ça va être... puisque si nous prenons, le gouvernement central prévoit de gérer en 2015 pour le compte des provinces 1 milliard 791 milliards de francs congolais au titre des crédits de rémunération, 688 milliards de francs congolais pour, et puis 1 milliard 1003 milliards de francs congolais, 1 milliard 1003 millions de francs congolais pour les investissements. Est-ce que si on prenait même cette enveloppe, on renvoyait dans les provinces? Parce que le problème ici, on dit le gouvernement central gère le budget d'investissement de provinces. Même si on leur renvoyait cet argent, est-ce que ce sera possible avec cette enveloppe, à peu près 1,5 milliard de dollars américains, que le 26 provinces se développent et au moins une assemblée provinciale à Kenge, je ne sais pas, à Maïndombe ou à Bumba, ce sera possible? Parce qu'il faut construire, ça demande de moyens. Mais bien sûr que non. Parce que le problème dont on parle d'abord, c'est avec le 11 provinces. Le 11 provinces n'ont pas fonctionné dans le cadre d'une décentralisation. Le 11 provinces ont vu leurs ressources être gérées par les pouvoirs centraux. Le 11 provinces ont fonctionné avec une fonction publique, non pas provinciale, mais une fonction publique nationale, plus précisément les divisions urbaines. Donc forcément, la réflexion qu'on doit faire maintenant, c'est de voir comment décentraliser au niveau de 11 provinces. C'est ça la réflexion. Et d'ailleurs, dans le cadre des ateliers dont vous avez parlé, il y a des gens qui sont même contre la décentralisation au niveau des ETD. Parce qu'on trouve déjà que le premier niveau de décentralisation qui est le niveau régionalisme conventionnel avec les provinces n'a pas fonctionné. Les 11 provinces n'ont pas fonctionné comme des entités régionalisées. Alors on ne peut plus aller loin, sinon, à moins qu'on veuille aller au chaos. Donc ça c'est évident. C'est évident qu'on doit d'abord faire en sorte que les 11 provinces deviennent de vraies entités régionalisées, qu'ils aient les 40% de recettes à caractère national et que le 10% serve, fasse partie de la Caisse nationale des péréquations pour arriver à corriger les déséquilibres entre provinces. Peut-être construire les infrastructures pour de futurs conseils municipaux, pour de futurs conseils locaux, pour de futures assemblées provinciales. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un consensus républicain dans ce sens-là. Parce que quand l'honorable Mouzito le crie, ce n'est pas pour ses intérêts, c'est pour l'intérêt de la République. Il n'a rien à gagner. Mais il y en a, attention, il y en a aussi qui disent, non, bon, dans le format actuel, bon, il y en a qui trouvent leur un petit vilain plaisir à diriger des grandes provinces, à s'enrichir seuls. Parce que, regardez les provinces actuelles, on collecte les taxes à caractère local, les taxes locales, par exemple. Vous avez la vignette, vous avez l'impôt foncier, tout ça, les gens collectent ça, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, comme les gens disent couramment dans la ville ici. Mais il y a certains aussi qui sont tentés de dire, bon, coupons la province, moi je deviens aussi un petit gouverneur dans mon coin et puis je fais ça. C'est la politique qui est derrière. Oui, mais pour de mauvais politiciens. C'est-à-dire, il y a la plupart, surtout ceux qui sont pour le découpage, vous devez savoir que les fonctionnements de nos institutions, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau provincial, et qu'on privilégie plus dans les recettes, c'est-à-dire dans les dépenses de fonctionnement des institutions politiques. Vous verrez qu'au niveau central, rien que pour le fonctionnement des institutions, peut vous prendre 40% ou 50% de recettes. Oui. Et les provinces, malheureusement, n'ont pas changé la donne. Et aussi, c'est la même chose. Et vous devez savoir aussi que ces politiciens qui sont pour le découpage, pour eux, même si on donnait le 1 million, ils sont prêts à prendre 800 000
pour se les Pour partager. le fonctionnement politique. Oui, rien que Juste pour au le niveau des fonctionnement. ETD aussi. Juste au niveau des ETD et même surtout au niveau de futures provinces. Alors nous, en tant que nationalistes, on ne peut pas cautionner cela. C'est inacceptable parce que nous, on voit la population. Nous nous sommes battus pendant 50 ans pour que cette population puisse vivre dans de meilleures conditions. Alors, mais est-ce on que ne ce peut n'est pas pas tard? accepter. Parce que lorsqu'on était en train d'élaborer la Constitution, on vous avait dit quand on mettait les 40%, il y en a qui appelaient à voter non. Mais beaucoup avaient voulu qu'on vote oui, alors qu'il y avait déjà ces écueils dans la Constitution. Bien, je pense que vous étiez dans les ateliers, vous savez, vous connaissez notre position sur la Constitution actuelle. On n'a jamais accepté cette Constitution comme étant une Constitution définitive. On l'avait considérée comme étant une Constitution provisoire parce qu'elle avait été adoptée rien que par de belligérants. C'était un rapport de force entre belligérants. Et donc, s'il y Nous, avait on avait révision d'autres aujourd'hui, à propositions. votre avis, quelles seraient les principales modifications? C'est par exemple cette histoire de coupage territorial Bien sûr, c'est évident. ou de la décentralisation peut-être? C'est évident. Nous sommes pour la décentralisation, mais avec de préalables. Et cette idée des 40%, on ne l'a jamais acceptée. Nous, on pense au Congo uni. Et on ne veut pas qu'une province puisse se développer plus rapidement que d'autres. Nous, on veut que les provinces se développent ensemble. Parce Mais que nous sommes dans le cadre d'un Congo uni et indifférent. Non, mais dans le cadre aussi des États unitaires, vous savez aussi, lorsqu'il y a un centre d'impulsion quelque part, bon, il y a aussi la lourdeur. Hein, pour essayer de jeter un pont, je ne sais pas, à Popo Kabaka, il faut demander l'avis du ministre des infrastructures ici. Lui aussi, il y a toute une cérémonie, les conseils des ministres, alors qu'au niveau local, on a besoin d'aller directement. Mais c'est ça, ça c'est la déconcentration qu'il faut différencier de la décentralisation. La vraie décentralisation, on s'est dit, il y a un certain nombre de compétences de proximité dont on ne peut demander l'autorisation au niveau du pouvoir central. Et on transfère aussi les ressources de telle manière que les entités au niveau local savent fonctionner sans forcément s'attendre à des dictats du pouvoir central. Ça a toujours été ça, la forme que le PALU a dans ses statuts et règlements intérieurs. C'est cette forme-là que nous voulons. Et si réellement le PALU arrivait à exercer le pouvoir de manière pleine, l'exercice effectif du pouvoir, et soyez-en sûrs que cette décentralisation sera appliquée de la plus belle manière qui soit. De la plus belle manière qui soit, encore faut-il que ces rêves se réalisent. Alors, nous voyons la situation de province aujourd'hui. Les routes posent problème, en termes d'infrastructures écoles, santé, vous voyez, il y a même le projet de 1000 écoles. On est en train de construire des écoles dans des provinces, peut-être une école par province, alors qu'on en a besoin. Je crois que apparemment le gouvernement central n'est pas encore prêt à lâcher tout ce budget-là, sinon on va l'appauvrir, alors qu'il y a beaucoup de dépenses aussi de souveraineté. Vous voyez que le gouvernement peut un matin se réveiller et puis lâcher prise? C'est une question de volonté politique, de culture démocratique. Parce que c'est la Constitution l'a dit, on ne peut qu'aller dans ce sens-là. Et on ne doit pas croire que si on donne les ressources aux provinces, eh bien les provinces seront prêtes à faire ce qu'elles veulent. Non, il y a des instruments de l'État qui sont appelés à contrôler l'exécution de finances publiques. Il y a l'inspection générale de finances qui est un grand outil du pouvoir central. Lorsqu'on transfère les ressources, on peut demander à l'inspection générale de finances d'en voir l'utilisation. Et même la Cour de compte, ce sont malheureusement des structures qu'on ne sait pas fonctionner, qu'on ne fait pas fonctionner. Pourquoi? On ne sait pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté dans ce sens-là. Parce qu'en réalité, le Constitution a voulu que le social soit une compétence de province. C'est ainsi que l'éducation, la santé, l'agriculture, la construction de routes et dessertes agricoles sont des compétences exclusives des provinces. Et en principe, la construction des écoles, ces projets, ces fameux projets du pouvoir central, devaient être des projets de province. La construction des hôpitaux dans des provinces, ça devait être la compétence. C'est ça qui alourdit la machine. Et que finalement, le pouvoir central qui n'est qu'à Kinshasa ne saura pas quelles sont les priorités au niveau de la Tchouapa. Il ne saura pas quelles sont les priorités dans Yakoma ou à Bikoro. Non, il y a
moi je pense qu'il faut nécessairement décentraliser, sinon le pouvoir central va voir que son action sera toujours inefficace. On va toujours faire la visibilité de quelques petites actions, pourtant la population atteint un peu plus. Mais, alors maintenant, on va peut-être atterrir, mais qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, on peut le dire, on a publié. Je vous dis que la tribune aussi du député Lutundula a été presque dans le même sens. Lui, d'ailleurs, c'était beaucoup plus avec les élections locales, parce qu'il se disait, ça amène plus de 20 000 agents, donc un personnel politique de plus de 20 000, sans infrastructure, hein, parce que là, il y aura des conseillers au niveau urbain, au niveau des secteurs. Où est-ce que ces gens vont travailler? On va le payer avec quel argent? Parce que l'enveloppe budgétaire n'a pas changé. Alors, et là, nous devons aussi financer nous-mêmes les élections avec une enveloppe de près d'1 milliard de dollars ou plus. Alors, c'est difficile, ça. Bien sûr, c'est évident, à moins qu'on ferme les yeux, à moins qu'on ne soit pas républicain. Et moi, je pense que le patriarche, d'ailleurs, a dit une très belle chose. Lorsqu'on est devant ces genres de difficultés, il faut requérir le consensus et être dans un dialogue. Les dialogues, ce n'est pas forcément l'idée de se faire le partage de per diem, parce que c'est ce qui fait que n'importe qui voudrait participer dans ces genres d'assises. Non, les dialogues, c'est quand nous, acteurs politiques de la majorité et acteurs politiques de l'opposition, on s'est dit que non, cette République nous appartient à tous et que devant ces problèmes, nous devons trouver une solution ensemble. Mais pourquoi ne pas prendre, par exemple, ce genre de réflexion et de proposer, par exemple, au Parlement ou au gouvernement carrément, à travers certains canaux qui sont connus, au lieu, par exemple, de chercher un dialogue? Parce que le dialogue, vous savez, chez nous, vous pouvez dire que ce ne sera pas ça, mais on ne sait jamais comment ça commence et comment ça finit. Non, il faut, au fait, le Parlement peut exécuter. Les problèmes avec le Parlement, c'est quoi? Il y a une majorité, il y a une opposition. Il y a des réflexions que l'on doit faire en dehors du cadre normal des institutions. C'est-à-dire, de réflexions l'on fait, la majorité ne considère pas que l'on doit voter, parce qu'elle a déjà le plus grand nombre de députés, et que l'opposition ne considère pas qu'elle doit non plus s'imposer. C'est-à-dire un cadre où les gens ne font pas prévaloir leur force, leur biceps. C'est-à-dire un cadre républicain où on écoute chacun, où on recherche l'objectivité dans la discussion. Et quand on parle de ces dialogues, les gens ont toujours peur, c'est évident. Mais nous, si vous voulez qu'on puisse simplifier, moi je dirais une discussion. C'est-à-dire en dehors des institutions normales, on discute, on voit qu'est-ce qu'il faut faire rapidement, on adopte et ça part. Et peut-être au Parlement, on viendra pour exécuter, modifier la loi, ramener à plus tard l'exécution de l'installation de nouvelles provinces, ramener à plus tard les élections locales, s'il le faudra, ou si le gouvernement central démontrera qu'il y a le moyen pour prendre ces gens en charge, eh bien on avance. Alors c'est là où rejoignez, peut-être c'est ce que l'opposition propose, parce que l'opposition propose un calendrier un peu plus assoupli avec les locales et tout ça renvoyé à plus tard. On commence par les provinciales pour permettre de changer les assemblées provinciales, les gouverneurs de province et les sénateurs actuels, et puis la présidentielle et la députation nationale. Est-ce que vous êtes au Palou dans ce chemin-là? Je ne voudrais pas prendre... du parti, hein, je ne voudrais pas engager le parti. Oui. Mais je connais plus ou moins les réflexions au sein du parti. Je suis un cadre du parti et on nous a formés pour lire les 5 documents de base et s'y conformer. Je sais qu'au sein du Palou, on a demandé les calendriers électoraux global. C'est évident. C'est-à-dire, on a demandé que les élections locales soient organisées et même les élections législatives nationales et provinciales ainsi que la présidentielle pour 2016. C'est évident. Mais lorsqu'il y a des difficultés qui démontrent que réellement les élections locales ne pourront pas être organisées parce qu'on n'a pas de moyens, on peut requérir un consensus. Et ça, le patriarche l'a dit. Donc, c'est plus ou moins ça la position, mais au moins, pour ce que dit l'opposition, moi je pense que, comme vous l'aviez dit, vous l'aviez d'ailleurs si bien dit, ce n'est qu'une proposition. Autant que ce qu'a fait l'honorable Mouzito, c'est-à-dire on n'impose pas. Parce que la CENI est en dessous de la Constitution. La CENI ne peut appliquer que ce que la Constitution dit. Donc la CENI est dans une marche normale. Ce sont maintenant les acteurs politiques qui peuvent se dire, non, lorsqu'on applique la loi
comme tel, ça va nous créer des problèmes. Alors, nous devons avoir un consensus entre nous. L'opposition, au lieu d'aller dans une démarche de Burkina Faso pour créer plus de problèmes, l'opposition doit faire de propositions et aller demander, ça doit être de suggestions des institutions, tout en sachant que sa démarche n'est pas constitutionnelle. Sa démarche serait peut-être moralement bonne, mais pas juridiquement bonne. Alors, elle doit être plus ou moins humble et non pas créer de problèmes là où il n'y a pas. Très bien. Alors, on va regarder les Congolais. Un calendrier électoral global, c'est vrai, mais très contraignant. Des difficultés comme écueil, on vient d'en citer ici, installation de nouvelles provinces, élections locales et les autres, un budget colossal pour les élections, un budget aussi colossal pour l'installation de nouvelles provinces, un personnel politique très important qui va s'ajouter. Toutes ces difficultés, à votre avis, vous êtes intellectuel congolais, est-ce que beaucoup, que ce soit les acteurs politiques, de l'opposition, de la majorité, même de la société civile, est-ce que beaucoup de gens ont conscience de ces histoires, de ce que nous sommes en train de dire? Ce qui est vrai, nous devons savoir que le Congo a un problème d'hommes d'État. Peu savent qu'on a des problèmes. On aura beaucoup de problèmes avec la décentralisation et le découpage. Beaucoup sont dans des calculs de ventre. Ils se disent que voilà, on crée plus de postes pour les politiques. Mais ils ne savent pas qu'il y a un plus grand danger. Ils ne savent pas qu'au-delà de ce que nous faisons en politique, le plus important, c'est de contenter ce peuple. Ce peuple qui croupit dans la misère. Ce peuple qui s'attend qu'un jour, que son avenir change. Et son avenir ne changera pas avec un coup de baguette magique. Son avenir changera avec des hommes d'État qui ont une vision pour cette République. Qui explique aussi, mais est-ce que vous ne vous réveillez pas en retard? Parce qu'avant qu'on puisse promulguer cette loi, il aurait fallu la tribune ici, le livre du Premier ministre Mouzito aussi, on le découpe, mais il a été publié en 2010. C'est maintenant qu'on le voit. Voilà. Est-ce que vous avez, surtout qu'au Palou, bon, vous ne communiquez pas, vous aviez peur de dire ça avant, alors que les faits sont là. Non, au fait, je pense que je ne voudrais pas donner raison à ceux qui disent que si on veut cacher la vérité pour les Africains, on doit le mettre dans un ouvrage. Déjà là, c'était je pense un ouvrage qui a été publié plus ou moins suffisamment, mais le problème dans la communication, pratiquement par exemple du PALU, c'est un problème réel. Vous devez comprendre que le PALU, c'est un parti qui a lutté contre la dictature. Et bien, la dictature a toujours utilisé les médias pour diaboliser le PALU. Et nous, dans le PALU, on nous a appris à ne pas trop tenir compte de l'information qui vient de médias. Parce que vous devez savoir que c'est le média qui a considéré que Lumumba et Gizenga c'était des communistes et que l'on devait achever. Mais aussi, il y a une deuxième raison pour laquelle le PALU a toujours évité le média, c'est parce que quand on luttait contre la dictature, face à la parole unique du dictateur, l'opposition, pour être forte, devait avoir une parole unique. Mais aussi, troisièmement, la troisième raison, nous pensons que ce peuple mérite mieux. Au lieu de trop passer à la télé pour parler, nous devons passer quand il y a des choses à dire. Mais ici, ce n'est pas parler. Ici, ce n'est pas parler. On est devant un fait, comme nous sommes en train de dire maintenant. Attention. Par exemple, quand le Parlement est en discussion sur la loi électorale, sur n'importe quelle loi, vous donnez votre position comme parti politique. Voici les difficultés que nous pouvons rencontrer si cette loi venait à être votée en ce terme. Par exemple, la loi électorale, on l'a vu. Voici, par exemple, la loi sur la programmation de l'installation de nouvelles provinces. Voici les difficultés, Et là, ça peut permettre à la classe politique à prendre conscience des enjeux de l'heure. Non, toutes les déclarations, je pense qu'à temps voulu, le PALU a toujours pris de déclarations politiques pour orienter l'opinion nationale. Ouais. C'est vrai, au niveau interne, vous ne savez pas combien on forme les jeunes. Moi, tout ce que je dis, on nous l'a appris au sein du parti. Comment est-ce qu'on nous forme pour que l'on soit prêt à œuvrer au sein de l'État et à connaître ces différentes difficultés. De l'ancien Premier ministre patriarche Antoine Gizenga, à l'honorable Mouzito, le permanent Machini, permanent Makida, tous sont à temps auprès des jeunes pour leur expliquer les difficultés que la République a.
Peut-être là où j'accepterais, je pense que le PALU devra un peu plus utiliser les médias, parce qu'au-delà de militants du PALU, il faudra que forcément que le PALU oriente aussi. Parce que cette question ne concerne pas seulement les gens du Palou, C'est c'est toute la population qui a besoin. Et d'ailleurs, c'est à votre honneur aujourd'hui que le Palou soit, par exemple, le fer de lance qui monte la voie, qui disent non, voilà, le chemin qu'on emprunte nous amène droit vers les murs. Voici la ligne à prendre. Je crois que si jamais on évitait les pires, ce sera l'avantage du Palou, d'ailleurs à votre actif. Je pense que tous les cadres du PALU sont en train de vous entendre. On a toujours eu ces genres de réflexion, parce qu'avec nos 50 ans d'existence, d'ailleurs dans les ateliers, on a plus ou moins démontré les grands enjeux de la République. Et je pense qu'on doit continuer à le faire, parce qu'avec nos 50 ans d'existence, nous avons beaucoup plus d'obligations républicaines que d'autres partis. Et je pense que le cadre du parti doit tenir compte. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que chaque parti est créé avec une idéologie. Vous avez peut-être la vôtre. Alors, on va finir cette émission. Mais moi, j'aime toujours demander, surtout aux jeunes que nous sommes, l'avenir du pays, comment vous le voyez? L'avenir du pays est très bon. Mais, moi, j'ai toujours insisté sur une phrase de Louis XVI. Louis XVI considérait, il disait d'ailleurs, que si jeunesse savait, oui, si vieillesse pouvait, jamais disette n'y aurait. Donc en réalité, il voudrait dire que la jeunesse a le dynamisme, la jeunesse a la force, mais la vieillesse, le vieux, ont le savoir. Et nous les jeunes, on doit connaître nos difficultés, on doit connaître nos faiblesses. On ne doit pas être en négation de nos faiblesses. On doit savoir qu'il faut apprendre. Et les vieux aussi doivent savoir qu'ils n'ont pas la force de tout faire. Et que ces mariages de différentes générations qui vont faire qu'on aille de l'avant et qui fera qu'on n'ait plus famine, qui fera qu'on n'ait plus de pauvreté dans notre pays. Les jeunes et les vieux doivent s'entendre. Ça, c'est une obligation. Et dans le Palou, surtout un parti qui a de vieux de 80 ans et de jeunes de 18 ans à 35 ans, ces mariages-là doivent se faire. Et c'est peut-être le Palou sera le fer de lance pour les développements économiques, pour les décollages économiques de ces pays. Et je pense que c'est en train de se faire. Et moi, je paraphraserai autrement Louis XVI en disant, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, jamais pauvreté en RDC n'y aura. Je pense que c'est comme ça que je pourrais. Alors, décentralisation, un problème. Élection, encore presque hypothétique malgré les assurances de la CENI. Un dernier mot. Je pense que les acteurs politiques doivent toujours voir dans la même direction, parce que ce qui nous unit, c'est la République. Ce qui nous unit, c'est les Congos. Ce qui nous unit aussi, c'est le peuple congolais, qui attend beaucoup d'acteurs politiques. On doit éviter de faire de la politique en faisant nos propres calculs, parce qu'un jour, le peuple va nous sanctionner, et à sa manière, peut-être la sanction, elle risquera de ne pas être seulement démocratique, elle risquera d'être aussi violente, parce qu'on se sera moqué du peuple pendant longtemps. Mais un jour, le peuple risquera de se réveiller, et violemment. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin de cet entretien. Il a essentiellement été consacré à la question de la décentralisation, mais beaucoup plus précisément sur l'installation de nouvelles provinces. Les défis sont véritablement là devant nous. Les provinces n'ont pas assez de ressources. Les 11 provinces actuelles n'ont pas assez de ressources. Le gouvernement central n'a pas donné les moyens qu'il fallait aux provinces pour s'organiser, pour travailler. Et on ne peut même pas parler des ETD parce que là-bas, c'est encore une autre étape. Mais déjà, maintenant qu'on sera obligé de passer de 11 à 26, ça veut dire on amène les problèmes qui s'est posé avec les 11 provinces actuelles sur 26. Comprenez que c'est la situation qui risque de se compliquer. Et beaucoup de gens appellent, comme vous avez entendu ici, le cas du Premier ministre Mouzito, l'ancien Premier ministre, le cas du député Lutundula et beaucoup d'autres disent qu'il faut faire très attention parce que cette question risque de nous amener dans le mur. C'est un débat qui est lancé. Tout celui qui a une opinion contraire
Nous sommes toujours disposés à vous recevoir, à débattre avec vous sur ce plateau. Merci, Monsieur Steve Kivuata, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Entretien. Celui-ci est terminé. Restez avec nous sur Radio Télé 7. Merci, au revoir. Ils doivent se servir des jeunes, de leur dynamisme. Et ce n'est que